Aujourd'hui, l'équipe du Sarava débarque à Rimouski. Au menu, le Saint-Laurent, un acteur sur la scène internationale, et un tour guidé à Exploramer. Ici Yves Jean, biologiste et capitaine du Sarava, qui vous souhaite bienvenue à bord. Nous sommes partis de cette île à 15 heures hier. 137 milles nautiques à parcourir pour se rendre à Rimouski. Nous passons de la côte nord à la côte sud du Saint-Laurent. Au matin, nous avons du vent. On hisse les voiles. Superbe navigation côtière. Au passage, le paysage familier sur la côte, des éoliennes. Fin d'après-midi tranquille. Une mer d'huile. L'équipage en profite pour écouter de la musique et faire quelques tâches ménagères. Nous arriverons à Rimouski plus tard que prévu. Tiens, l'appel de Lynn sans doute. Bonjour Yves. Bonjour Lynn. Vous êtes chercheur à l'Observatoire global du Saint-Laurent et à l'ISMER. Quels sont vos projets de recherche dans cette organisation? Je travaille beaucoup en écologie des écosystèmes marins, en conservation et aussi beaucoup avec les mammifères marins. La région de Rimouski est une technopole maritime. Donc, quels sont les grands enjeux dans la région? Bien, dans la région, on parle beaucoup de valorisation des ressources marines et de la gestion durable de nos océans. Et puis, on parle aussi, un des enjeux majeurs à Rimouski, c'est que justement, c'est la plaque tournante de différents utilisateurs des océans du Saint-Laurent, que ce soit au niveau académique, au niveau gouvernemental, au niveau de l'industrie. On retrouve de tout à Rimouski en lien avec le fleuve Saint-Laurent. En termes de pêcherie, qu'est-ce qu'on a comme activité très pratico-pratique? Je pense à la Fourchette Bleue, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce programme? Le programme Fourchette Bleue, c'est une initiative qui a été faite par Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça valorise les produits dans les restos et dans les épiceries qui sont des choix durables en termes de pêcherie. Donc, des poissons, des produits de la mer qui sont issus d'une pêche durable. Quelle est l'interrelation entre les instituts de recherche-développement et les industries dans la région? Bien, malgré le fait qu'on soit une petite communauté là, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est assez impressionnant de voir à quel point il y a beaucoup de réseautage puis une approche commune entre justement l'industrie, les gens du tourisme, les décideurs au niveau du gouvernement et tout ce monde-là. Bien, on a compris, je pense, que c'est important de travailler ensemble et non pas en silo. Parce que ultimement, on est tous des utilisateurs du système marin. Et puis, il y a une valeur rajoutée au travail ou à l'approche intégrée ou au fait de travailler ensemble. Ça, je trouve ça vraiment bien dans la région ici. Et puis, on a vu des exemples où ça porte vraiment fruit, comme par exemple, présentement, on est en train de mettre en place des aires marines protégées pour le Saint-Laurent. Bien, il y a toute une équipe qui s'est mise en place autour de ce projet-là, qui comprend évidemment des chercheurs qui ont la connaissance sur la biologie des espèces, le fonctionnement de l'écosystème, mais aussi des gens de l'industrie qui dépendent de cet écosystème-là, les gens de pêche et océan qui vont faire la gestion des aires marines protégées. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais il y a vraiment de plus en plus de cas comme ça ou de dossiers où les gens ont l'intérêt de travailler ensemble, tout domaine d'expertise confondu, et puis au final, ça devient très, très payant.
Dans la région du Bas-Saint-Laurent, la région de Rimouski en particulier... On l'a dit tout à l'heure, c'est une technopole maritime. Alors, comment ça se passe dans la région? Bien, en fait, Rimouski, c'est vraiment une plaque tournante en ce qui a trait aux intervenants en lien avec le Saint-Laurent. On a des institutions d'enseignement, comme l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, qui est affilié avec l'Université du Québec à Rimouski. On a aussi l'Institut maritime, qui est affilié au Cégep. Ça, c'est un centre de formation maritime qui touche à la navigation, les transports, l'architecture navale, entre autres. Ça, c'est pour le volet éducatif, si vous voulez, ou le volet formation académique. On a Québec Océan, qui est basé à Rimouski, qui est un regroupement de chercheurs océanographiques de partout au Québec. Et puis ensuite, il y a des regroupements de pêcheurs, évidemment, pour l'utilisation de la ressource. On a des technologies en géomatique où on développe des bouées, par exemple, pour ramasser de l'information en lien, entre autres, avec l'Observatoire global du Saint-Laurent. On a des chantiers maritimes. On a aussi des bureaux du gouvernement, du ministère des Pêches et des Océans du Canada avec l'Institut Maurice Lamontagne, qui est encore une fois dans la région. Et finalement, on a toute une panoplie d'industries touristiques qui est reliée en lien avec le fleuve. Donc, c'est vraiment une plaque tournante de par différents intervenants qui sont tous en lien avec le milieu marin dans la région de Rimouski. Yaline Morissette, merci beaucoup et à bientôt. Merci et bonne route. Encore quelques heures à faire dans un calme plat. Marina de Rimouski, c'est le voilier Sarava, à l'eau. Arrivé de nuit à Rimouski, il faut suivre le chenal. Nous nous installerons au premier calibre, car la marina est fermée. L'équipe prend la route 132 en direction de Sainte-Anne-des-Monts. Plus de 2 heures de route à admirer le majestueux Saint-Laurent. Situé sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, Exploramer est un complexe d'activités sur le milieu marin du Saint-Laurent qui a accueilli plus de 320 000 visiteurs dans les 10 dernières années. Lors de votre escale, vous y découvrirez un parc aquarium, un musée et pour les plus aventuriers, une activité de cueillette de poissons et des excursions en mer. L'exposition permanente Un jardin sous la mer présente une collection d'animaux et d'organismes marins du Saint-Laurent répartis dans une vingtaine d'aquariums et de bassins. Également au menu, 5 expositions temporaires, dont l'exposition interactive La mer dans tous les sens, où on vous apprend à toucher comme un homard, voir comme un cachalot, goûter l'eau salée du Saint-Laurent, sentir les effluves de la marée basse et entendre les cris des belugas. En 2009, Sandra Gauthier met sur pied un programme qui a pour mandat de favoriser le développement durable des ressources du Saint-Laurent. Le programme Fourchette Bleue. Embarquement immédiat pour une exploration du Saint-Laurent vue par Exploramer. C'est devant le musée que nous rencontrons Sandra Gauthier, l'âme d'Exploramer et l'instigatrice du programme Fourchette Bleue. Donc, Exploramer, c'est aussi une organisation qui livre au grand public d'autres programmes, dont des programmes de terrain. Dans les activités plutôt terrain, en fait, on a un bateau où on amène les gens 3 fois par jour en mer pour découvrir le milieu marin. Donc, il y a 2 thématiques différentes sur les excursions en mer. Il y en a une vraiment qui s'appelle Découverte du Saint-Laurent où on fait de la levée de casier. Attention les pieds. Fait qu'ils sont un peu sonnés, fait qu'il n'y a pas vraiment de chair dedans. C'est 2 espèces qu'on va trouver en bonne profondeur. En fait, le but, c'est
Et il y en a une qui s'appelle Laboratoire sur la mer, où on fait de l'échantillonnage scientifique, comme on a fait avec les instruments qu'utilisent vraiment les chercheurs du Saint-Laurent. 18 grammes de sel par litre d'eau. On a aussi une activité qui s'appelle l'activité de cueillette de poissons, où là, on habille les gens avec des bottes pantalons et on vous amène vider le verreux, donc vider le filet de pêche. Et comme tout bon pêcheur, on ne sait jamais trop ce qu'il va y avoir dans notre filet, puis on a des surprises à chaque fois. Le crabe, lui, il peut survivre quand même assez longtemps en dehors de l'eau. Oui, effectivement, on a fait les activités et c'est fascinant, c'est extrêmement intéressant, on en apprend beaucoup. Quelle est la réaction du public? Beaucoup de surprises, en fait, parce que les gens ne s'attendent pas à ce que le Saint-Laurent soit une messe d'eau aussi vivante, aussi colorée, aussi poissonneuse que ça. Donc, c'est toujours à chaque fois une surprise pour les gens. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est « Ah, je pensais pas qu'il y avait ça dans le Saint-Laurent, je pensais pas qu'il y en avait autant que ça ». Vous avez mis sur pied un nouveau programme qui est un peu un bébé également, qui s'appelle Fourchette Bleue. Fourchette Bleue, c'est un programme qu'on a mis en place en 2009. En fait, c'est un programme de certification des restaurants et des poissonneries qui décident de s'engager avec nous dans le développement durable des ressources marines du Saint-Laurent. Donc, nous, à chaque année, on met en place une liste d'espèces. Donc, on va partir de tout ce qui est comestible dans le Saint-Laurent. Donc, il peut y avoir peut-être 70, 80 espèces. Et puis, après ça, selon les critères de sélection de Fourchette Bleue, il y en a 4. L'espèce doit être comestible, l'espèce doit être en quantité suffisante dans le Saint-Laurent, la technique de pêche doit être respectueuse des fonds marins aussi, et puis elle doit être méconnue des marchés de consommation. Donc, à partir de ces 4 critères-là, on va élaguer la liste. Et puis après ça, on va proposer aux restaurateurs et aux poissonneries une liste entre 20 et 30 espèces, là, dépendamment des années. Et là, s'ils décident de s'embarquer avec nous là-dedans, de faire la promotion de ces espèces-là, ils reçoivent la certification. L'objectif du programme, en fait, c'est vraiment de faire connaître ces espèces-là aux consommateurs. On va diversifier la consommation de poissons chez les consommateurs de produits de la mer, justement. On va, par le fait même, diversifier la pêche de nos pêcheurs. Et puis, on va réduire la pression de pêche sur les espèces qui sont plus menacées, disons-le comme ça. Quels exemples on a de ces espèces-là? Bien, il y a des espèces qui sont vraiment fort méconnues du marché de consommation québécois, comme les algues. On mange encore très peu d'algues au Québec, comme les oursins. On parle du crabe araignée, du crabe tourteau. On a vu tout à l'heure, justement, la pêche au crabe tourteau sur le bateau. Il y a des espèces comme les mitriptères, le chaboisseau, qu'on mange très peu au Québec, qui sont sur la liste Fourchette Bleue parce qu'elles répondent à tous les critères de développement durable du programme. Mais il y a des espèces plus connues aussi, comme par exemple le flétan atlantique ou le flétan du Groenland, le maquereau. C'est des espèces qu'on connaît au Québec, mais ces espèces-là pourraient être consommées davantage. Comme le maquereau, beaucoup de gens connaissent cette espèce-là, mais très peu de gens encore achètent le maquereau au supermarché ou à la poissonnerie pour le cuisiner à la maison. C'est encore un peu marginal. Donc, c'est pour ça que qu'on retrouve ces espèces-là aussi sur la liste Fourchette Bleue. Et puis en termes de rentabilité, puis quand je parle de rentabilité, je vais parler aussi d'approvisionnement. Est-ce que c'est une tâche qui est relativement facile? Parce qu'il faut que les restaurateurs, les poissonneries puissent avoir accès, évidemment. C'est le côté le plus difficile en ce moment sur lequel on travaille tous ensemble parce qu'on est très proche des distributeurs, des usines de transformation et des restaurateurs. Donc, on essaie avec des organismes comme Gaspésie Gourmande, comme le Bon Gouffret des Îles ou du Bas-Saint-Laurent, de faire ces maillages-là entre les gens qui pêchent et qui transforment le produit et ceux qui vont en poissonnerie et en restaurant, donc le faire découvrir aux consommateurs. Et donc, ça veut dire que les pêcheurs, les usines de transformation sont intéressés à un programme comme ça? Il y a une rentabilité pour eux? Oui, je pense pas que ce soit la manne actuellement, mais chacun voit dans cet outil-là qui est Fourchette Bleue un outil d'avenir, donc un outil de protection de gestion de la ressource. Une petite anecdote, quand on a présenté Fourchette Bleue la première année, c'est l'Association des morutiers traditionnels de la Gaspésie qui ont été les premiers à se lever pour applaudir en disant « j'ai l'objectif de vendre mon bateau de pêche à mon fils et qu'il puisse vivre lui aussi de la pêche. » Et ce qui était de moins en moins possible quand on pense à vendre que de la morue ou à pêcher que de la morue ou de la sole ou du hareng. Donc, on élargit
ce que les gens vont pouvoir manger. Donc, on élargit ce que les pêcheurs vont pêcher aussi. Rencontre avec Jean-Guy Lévesque sur les impacts du programme Fourchette Bleue sur sa pêche. Commencez-vous à pêcher d'autres espèces en fonction de ce programme-là? Bien, c'est que pêcher d'autres espèces, pas nécessairement parce que nous autres, on tend au filet. C'est que ce que les filets prennent, on essaie de rentrer le plus possible d'espèces que l'usine de transformateur veut acheter, veut prendre aussi. C'est surtout ça, tu sais. C'est sûr qu'il y a des sortes qu'on commence à voir un peu là, un petit changement, là, tu sais. Comme le bourgau, ça fait longtemps que le bourgau, c'est comme une sous-espèce. On peut dire que le bourgau, c'est pas une espèce qui est la plus, qui était la plus demandée dans le temps. Puis il y avait des périodes là qu'on n'était pas capable de vendre notre bourgau, là. On pouvait rentrer avec, on cherchait des acheteurs. Des fois, il fallait repartir, puis, même aller jusqu'à l'eau. C'est à ce point-là, là, tu sais. Maintenant, là, on a des marchés à l'année. Ça va mieux, là, tu sais. On s'aperçoit beaucoup, là, qu'au point de vue du bourgau, là, c'est un plus. Il y en a beaucoup plus sur les tables, dans les restaurants, tu sais. Non, franchement, là, je trouve que c'en est un des produits, là, des sous-espèces qu'on voit un changement. Vraiment. Y a-tu d'autres espèces? Bien, il y a aussi la baudroie qu'on appelle la lotte dans les restaurants aussi. C'est une espèce qu'on prend pas beaucoup, mais il y en a, tu sais. Fait que ça aussi, on a un bon marché pour ça, tu sais. Après ça, ça va dans nos espèces, la sole, ces choses-là, tu sais. C'est plus les espèces qu'on prend régulièrement en prise accidentelle de nos filets, là, tu sais. Comment vous voyez ça, vous, l'avenir de la fourchette bleue? Ben moi, je trouve que c'est vraiment un beau principe. Ça va faire connaître des espèces, des sous-espèces. Puis en même temps, c'est justement de diversifier un peu aussi. Il faut penser aussi à nos jeunes qui vont prendre la relève, tu sais, de diversifier plus. Ben là, c'est sûr que ça amène plus de revenus pour le pêcheur. Puis en même temps, ben c'est tout le monde qui en bénéficie. Ça va jusqu'à la table. C'est dans son pub certifié Fourchette Bleue que nous rencontrons Sébastien Keble. Quand vous avez entendu parler du programme Fourchette Bleue, qu'est-ce qui vous est venu en tête en tant que restaurateur? Bien, ça m'intéressait beaucoup parce que ça donne la possibilité à des gens, des touristes, d'essayer des produits sous-exploités. Et puis, c'est intéressant. Je peux penser au bourgau, par exemple, qui était déjà connu, moins connu, mais qui maintenant commence à être de plus en plus connu, et puis avec lesquels on fait des recettes miracles. Oui, on peut faire, voyez-vous, avec des bourgots, on peut faire un sauté de pâte avec ça, qui donne un goût très, très relevé. Et puis, c'est vraiment bon. J'ai fait moi-même l'expérience, et puis les gens ont bien apprécié. Ouais. Tu peux avoir la recette? C'est un secret. C'est un secret. Alors, il faut trancher les bourgots en petites tranches. Oui, c'est ça. Trancher en petites tranches et puis le faire sauter poêlé avec une sauce épicée. On peut rajouter échalotes, des piments rouges, piments verts. Les restaurateurs de la région font aussi affaire avec, entre autres, une usine à Mont-Louis qui prépare des mets donc approuvés par Fourchette Bleue. Oui, effectivement, on utilise la rosace de saumon. Les gens aiment beaucoup ce produit. C'est un produit qui est déjà tout prêt. Il reste seulement le faire cuire au four. C'est un produit de qualité et puis qui est intéressant à faire découvrir aux gens. Vous, comme restaurateur, qu'est-ce qui vous attire dans un programme comme celui-là? Qu'est-ce qui m'attire? Bien, c'est nos produits à nous, de la région. Et puis, c'est ce qui est intéressant. J'aime mieux faire découvrir nos produits que des crevettes de la Thaïlande, là. Vous, Sébastien, comment vous voyez l'avenir du programme Fourchette Bleue et avec les restaurateurs, les poissonneries et les pêcheurs aussi? Ce que j'aimerais comme avenir, ça serait peut-être qu'il y ait des rencontres entre chefs et peut-être de faire
des idées de recettes et les faire connaître aux gens et puis de continuer à faire toujours mieux pour les années à venir. Vous faites des activités de promotion pour les consommateurs? Oui, en fait, on fait des salons où on parle de gastronomie, où on parle de restauration. Donc, et on fait aussi des rencontres avec les chefs des restaurants. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui, les rockstars de nos chaînes de télé, c'est les chefs. Donc, on voit énormément d'émissions de cuisine de plus en plus partout à la télé. Donc, ces gens-là ont le micro et sont capables d'amener les gens à consommer ces espèces-là, à essayer. Donc, c'est un petit peu eux qui sont nos porte-paroles de Fourchette Bleue. Comment voyez-vous l'avenir du programme? Bien, j'espère que pour les prochaines années, en fait, les consommateurs choisiront délibérément les endroits où ils pourront goûter des espèces Fourchette Bleue dans un premier temps, et puis qu'ils prennent la relève à la maison pour les cuisiner. Et puis, j'espère vraiment que dans 15 ou 20 ans, on puisse le fermer, le programme, en disant « mission réussie ». Maintenant, on a une gestion saine de nos ressources marines et qu'on puisse passer à un autre défi. Merci beaucoup pour cette entrevue extrêmement riche. Bien, merci à vous. Puis en terminant, je vous offre un petit chocolat aux algues. C'est aux laminaires. Les laminaires qu'on a pêchés aujourd'hui et sur le bateau et dans l'activité de cueillette de poissons. Bien, on a un chocolatier à Sainte-Anne-des-Monts ici qui nous en a fait un petit délice. Donc, je vous laisse... merci beaucoup. Je peux prendre les 5? Absolument. En 2009, 32 restaurateurs et poissonniers se joignent au programme Fourchette Bleue. En 2012, Sandra Gauthier nous annonce fièrement qu'il y a maintenant 80 restaurants et poissonneries certifiés Fourchette Bleue à Montréal, Québec, Sherbrooke, Charlevoix, au Saguenay et sur la Côte-Nord. Bravo, Sandra. À 2 pas de la marina de Rimouski, on peut apercevoir le Coriolis 2, bateau laboratoire océanique, fierté de l'Ismer et porte-étendard de la technopole maritime qui est Rimouski. Situé en bordure du plus grand estuaire du monde, celui du Saint-Laurent, Rimouski regroupe une concentration unique de chercheurs spécialisés dans les sciences de la mer, répartis dans de grandes institutions de réputation internationale. L'ISMER, l'Institut Maurice-Lamontagne, l'Institut maritime du Québec, ainsi que l'Université du Québec à Rimouski. Il y a 10 ans, un groupe de leaders de ces institutions crée une organisation ambitieuse, la Technopole maritime du Québec. Mandat, favoriser l'émergence d'une économie bleue. Comment? En créant une synergie entre la recherche scientifique et les entreprises pour en faire un véritable moteur économique, régional et international. Défi relevé avec brio, comme vous allez le voir. Rencontre du 3e type, où quand la science et les entrepreneurs parlent le même langage. C'est à bord du Coriolis 2, navire océanographique de l'ISMER, que nous rencontrons un des membres fondateurs de la Technopole, Serge Demers. Ce navire-là appartient à l'Université du Québec à Rimouski, oui, mais ce bateau-là a été acquis avec la participation de 3 autres universités qui sont l'Université Laval à Québec, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal et l'Université McGill. C'est le seul navire océanographique universitaire au Canada à naviguer dans les eaux canadiennes. C'est un navire qui a des équipements à la fine pointe de la technologie, tant au niveau du positionnement pour, par exemple, retrouver les équipements qui ont été mouillés parce qu'il y a un système de positionnement dynamique. On a aussi des systèmes pour
cartographier les fonds avec des multifaisceaux hyper sensibles. Quels sont les projets de recherche là, tout à fait récents là, qu'on fait en ce moment sur le bateau? On travaille beaucoup actuellement sur tout ce qui touche l'érosion des berges. Et donc là, il y a des études qui se font actuellement pour comprendre les processus d'érosion et le navire est utilisé pour aller placer des équipements de mesure le long des berges du Saint-Laurent pour étudier justement ces mécanismes d'érosion-là. On a aussi d'autres projets de recherche qui visent à étudier la diminution d'oxygène qu'on observe dans les eaux profondes du Golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent. On appelle ça l'hypoxie, c'est-à-dire que des eaux profondes deviennent de plus en plus en manque d'oxygène et on observe, bien sûr, une baisse de la biodiversité et il y a des études qui sont effectuées pour comprendre ce phénomène-là, comprendre les origines de ce phénomène-là, qui est un phénomène actuellement qui est en progression assez rapide au niveau de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, à l'Institut, on travaille beaucoup sur tout ce qui touche les eaux de ballast. Et actuellement, l'Institut, on travaille sur cette problématique-là. Avec Innovation Maritime aussi, eux autres essaient de trouver des outils justement pour purifier les eaux avant de les rejeter. On a des liens très étroits maintenant avec tout le secteur du transport maritime. On travaille avec l'Alliance verte pour le transport maritime durable. On est en train de développer un partenariat avec eux pour mettre en place un consortium de recherche pour justement essayer de trouver des outils qui permettra de faire en sorte que les navires soient plus verts. Quel est le rôle de l'ISMER? Quelles sont vos interventions dans la technopole maritime? Dès la création de l'ISMER, moi, j'ai voulu vendre l'idée que l'ISMER avait un rôle important à jouer au niveau du développement économique. Je suis aussi membre de la Société de promotion économique de la ville de Rimouski. Donc, je joue un rôle sur les orientations que la ville veut prendre pour son développement. Et pour moi, c'est important que l'université soit au cœur de ce développement économique-là. On a, au fil des années, créé d'autres structures de recherche pour justement dynamiser ce secteur-là. On a créé en 2004, par exemple, un centre de recherche en biotechnologie, le CRBM, qui est un centre qui utilise les organismes marins ou les résidus d'organismes marins pour aller chercher des biomolécules qui pourraient éventuellement servir soit aux nutraceutiques, soit en pharmaceutique. Donc, il y a des spin-offs, des compagnies qui ont émergé des recherches qui sont effectuées dans ce centre de recherche-là. Donc, transfert scientifique vers l'appliquer. Oui, donc on veut vraiment que la ville de Rimouski, c'est basé sur l'industrie du savoir, mais l'industrie du savoir, ça veut dire qu'il y a un transfert vers l'industrie. Donc, on a maintenant le mot valorisation qui est sur à peu près toutes les lèvres des chercheurs pour essayer de voir comment leur recherche peut être valorisée et éventuellement transférée vers l'industrie. En fait, c'est pour ça qu'on a créé les centres de recherche qu'on appelle les centres de transfert. Ces centres de recherche-là, en fait, assurent le transfert du savoir universitaire vers l'industrie. Rencontre avec Martin Beaulieu, qui a choisi Rimouski pour y établir son entreprise Innovactive. Nous, on fait surtout des extractions. Donc, il faut comprendre que, par exemple, dans une algue ou dans un autre organisme marin, il y a plein de familles de molécules, mais en fonction du bénéfice santé qu'on veut adresser, on va toujours chercher, idéalement, une famille de molécules. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par différents modes d'extraction, on va aller chercher vraiment une fraction qui va être enrichie dans les molécules d'intérêt pour vraiment amener un produit, au final, qui va être, je dirais, plus ou moins standardisé sur une base d'activité qu'on garantit à nos clients, aux utilisateurs finaux, qui, eux, exigent une efficacité quand ils prennent un supplément nutritionnel ou un produit cosmétique. Donc, vous vous adressez à des transformateurs, vous vous adressez pas au grand public, donc avec un produit fini. Innovactive ne fait pas de supplément nutritionnel, produit fini, ne fait pas de produits cosmétiques. Donc, on s'adresse, oui, aux majeurs partout dans le monde qui font soit des capsules en supplément nutritionnel ou des crèmes ou des lotions.
Vous travaillez avec des partenaires, des centres de recherche, évidemment à l'intérieur de la Technopole et tout. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a une demande qui est faite par l'industrie? Comment vous fonctionnez? Dans le cas d'Innovactive, nous, on a un modèle d'affaires qui était très innovant, qu'on a démarré en 2004. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a plein de bénéfices santé sur les marchés internationaux qui ne sont pas adressés de façon crédible, soit qu'ils n'ont pas d'ingrédients d'études cliniques ou qui ont des profils de toxicité qui peuvent être questionnables. Donc, nous, ce qu'on s'est dit en faisant ça, essayons de trouver le bénéfice. Donc, sachant que, par exemple, on a une liste de clients qui recherchent, dans la cosmétique, par exemple, un produit anti-rides, bien là, ça nous permet d'être beaucoup plus crédible quand on va voir un partenaire et dire, j'ai besoin d'une étude clinique qui va cibler ce paramètre-là précis. Donc, on a vraiment une approche où le marché nous dicte un peu les développements que l'on doit faire. Et là, à partir de ça, là, oui, on s'assoit avec les partenaires pour voir comment on peut faire un protocole d'études cliniques ou une objectivation in vitro ou une qualification de biomasse pour pouvoir remplir ce bénéfice santé-là qui est recherché par nos clients. Est-ce que le Saint-Laurent nous amène des ressources particulières, plus spécifiques que d'autres grands plans d'eau? Il y a des types de biomasse, évidemment, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, quand on parle de certains types d'algues, comme les laminaires, on les retrouve vraiment dans le coin du Saint-Laurent, puis la côte nord-est des États-Unis. Je pense que ce qui est assez unique aussi, c'est tout le concept d'eau froide qu'on n'a pas nécessairement ailleurs. Donc, nos biomasses ont souvent pas à souffrir d'espèces envahissantes, qui sont souvent plus reliées aux eaux plus tempérées. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une biomasse de très grande qualité. Donc, il y a toute une chimie qui est associée à nos ressources qui, en tant qu'entreprise, en tant que recherche-développement, est extrêmement intéressante. Qui est intéressante et qui est pas extrêmement exploitée encore. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel pour faire des nouvelles espèces ou avoir des partenariats avec des gens qui connaissent bien la ressource. Le plus gros défi, oui, c'est de développer la science, d'obtenir des résultats positifs, d'obtenir une étude clinique positive. Mais le plus gros défi, c'est d'avoir des clients qui sont prêts à considérer ces résultats-là comme étant intéressants pour leurs utilisations à eux, puis qui sont prêts à mettre un produit sur les tablettes. Donc, il y a un gros défi pour le secteur qui vient de là, parce qu'on est quand même un groupe de recherche globalement, régionalement, qui commence. Donc, on a des initiatives structurées qui ont seulement 5 ans. Si on compare, par exemple, à ce qu'ils font en Europe, bien, ils font ça depuis plus de 20 ans. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour conquérir les marchés puis d'imposer le niveau de science qu'on fait. Et d'avoir une technopole maritime du Québec, donc ici dans la région, c'est une plus-value pour une entreprise comme la vôtre? Bien, c'est une plus-value dans le sens que ça permet vraiment de nous supporter dans le rayonnement international. On ne peut pas, étant donné qu'on est une petite compagnie, être dans tous les événements internationaux partout dans le monde, 12 mois par année. Donc la Technopole, dans certains événements, est vraiment un représentant crédible de ce qu'on peut offrir à l'étranger. Rencontre avec Laurent Bellavance sur l'importance régionale et internationale de la Technopole. La Technopole existe pour créer une dynamique entre les membres d'abord. Donc, c'est un réseau d'organisations actifs dans le domaine des sciences et technologies marines, particulièrement au niveau de la région Rimouski, mais Bas-Saint-Laurent, en fait, un mandat régional. Donc, de par notre ancrage régional, on a aussi un mandat de développement économique fort. Donc, notre objectif est vraiment de créer une dynamique économique pour la création d'entreprises, la création d'emplois autour de l'industrie des sciences et technologies marines, principalement. Qu'on joue un rôle central à plusieurs niveaux. Je dirais que là où on a un impact l'impact le plus important, c'est justement pour mettre à profit ce réseau-là entre les différents membres, les différents acteurs. Souvent, on a, nous, je dirais la capacité ou je dirais l'opportunité d'aller créer des liens que les organisations seules, de leur côté, ne pourraient pas. Parce qu'on s'attend aussi de la Technopole qu'on joue ce rôle-là. Donc, vous parlez d'organisations régionales, provinciales et aussi internationales. Oui. Donc, quels sont vos partenaires à l'échelle internationale? Qu'est-ce que vous faites avec eux?
En fait, on travaille depuis plusieurs années avec différents territoires dans le monde. Donc, ceux avec lesquels on a eu le plus le plus d'activités, c'est avec l'Amérique du Sud. De ces liens-là est apparu aussi dans les dernières années, particulièrement dans la dernière année, une opportunité pour créer ce qu'on a appelé un réseau international de territoires maritimes innovants qui regroupe différentes régions dans le monde, donc d'Asie, d'Europe, d'Amérique, Afrique du Nord aussi, où on partage finalement un intérêt commun pour le développement économique autour de l'économie des sciences et technologies marines, ce qu'on appelle, nous, l'économie bleue, finalement. Donc, si on parle des entreprises d'ici, si on parle d'économie bleue, on parle de coopération internationale, quelles sont les entreprises d'ici? Quels exemples avons-nous, donc, de ce type de coopération? En fait, nos entreprises sont particulièrement actives dans ce qu'on appelle 2 grands domaines. Nous. Donc, il y a tout ce qui touche les biotechnologies marines, au sens large, donc, et les technologies reliées au transport maritime ou les technologies des océans, qu'on appelle. Dans ces 2 domaines-là, il y a maintenant, évidemment, des entreprises qui ont émergé. Il y en a qui existaient depuis longtemps, il y en a qui ont été créées dans les dernières années. Si on pense, par exemple, dans le domaine des biotech marines, on a des entreprises comme Organic Océan qui valorisent les algues ou les plantes aquatiques dans le domaine horticole, par exemple. On a des entreprises qui sont plus comme Océan Nutrosciences, qui finalement fait un peu la même chose, mais dans le domaine des produits de santé naturelle. Ou Innovactive, par exemple, qui est une entreprise qui a décidé de s'implanter à Rimouski parce qu'il y avait évidemment ici tout un réseau d'expertise dans le domaine des biotech marines. Donc, on parle d'utilisation de la ressource, conservation de la ressource, développement durable. Vous avez parlé d'économie bleue. J'imagine donc qu'il y a un impact socio-économique relativement important, non seulement pour la région ici, mais pour la Gaspésie, Côte-Nord, l'ensemble du plan. C'est tout l'Est, en fait, évidemment, qui est visé, parce que quand le Technopole a été créé au départ, c'est toujours dans une optique de stratégie Est, évidemment, c'est le Québec maritime. Donc, tout ce qu'on fait, nous, comme effort, en collaboration avec ces régions-là, parce qu'on a des acteurs dans tous les territoires qui font un peu ce travail-là aussi, apporte évidemment un potentiel de développement puis de croissance économique important. Et ça fait partie d'une stratégie aussi provinciale et nationale. Parce que nous, ce qu'on fait, on le fait aussi dans le cadre d'une stratégie du gouvernement du Québec qui s'appelle la stratégie ACCOR, qui sont les fameuses stratégies de différenciation, je dirais, économique des régions et de spécialisation. Et le territoire ici de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Côte-Nord est identifié comme région pôle d'excellence en sciences de la mer et en sciences et ressources de la mer. Comment voyez-vous l'avenir de la technopole maritime du Québec? C'est un avenir qui est drôlement intéressant parce que je pense que ce qu'on fait, le domaine dans lequel on œuvre est drôlement porteur à long terme. Donc, pourquoi on dit ça? C'est que on sait pertinemment qu'il y a actuellement une intensification de la recherche, autant institutionnelle qu'industrielle, autour des ressources de la mer. Si on regarde le potentiel économique du domaine dans lequel on œuvre, à l'échelle internationale, les croissances en biotech et en technologie marine sont très fortes dans des domaines dans lesquels on œuvre. Donc, le marché potentiel dans le monde, c'est des milliards de dollars. Maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en émergence, c'est encore difficile des fois de bien chiffrer exactement les marchés dans lesquels on œuvre. Mais les entreprises avec lesquelles on travaille, évidemment, ont un marché extrêmement vaste, je dirais, dans lequel travailler. Le défi, c'est évidemment d'avoir un succès quand on parle à l'international. Un exemple de la synergie qu'apporte une technopole. L'ISMER travaille actuellement avec des chercheurs d'Argentine, du Mexique, du Brésil et de la France pour comparer le Saint-Laurent à des environnements ayant subi des déversements pétroliers. Le Coriolis 2 sera appelé à se déplacer dans ces régions pour mesurer la réaction de ces environnements et tenter d'évaluer le temps de récupération en cas de déversement dans les eaux froides du Saint-Laurent.
Lynn Morissette, chercheur à l'Observatoire global du Saint-Laurent, et Martin Beaulieu, directeur scientifique chez Innovactive. Tout d'abord, bienvenue sur le Sarava. On a couvert plusieurs enjeux donc dans cette émission. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une articulation entre les institutions académiques, l'entreprise, les centres de recherche dans la région? Bien, il y a toujours un défi de s'assurer de pouvoir aligner ça. Je pense que les démarches qui ont été entreprises depuis les dernières années font qu'on est de plus en plus alignés. Puis, par exemple, l'Observatoire du Saint-Laurent est un peu issu de cette synergie de cette collaboration-là où des gens qui travaillaient pour Pêche Océan ont commencé à travailler avec des scientifiques. Et là, on vient d'avoir sur la table un nouveau modèle d'affaires qui offre une nouvelle prestation de service qui n'existait pas avant. Donc, je pense que c'est la beauté d'avoir cette synergie-là régionale aussi. On voit de plus en plus de belles histoires de succès avec ça. On parle des ressources du Saint-Laurent. Donc, quel est l'état du Saint-Laurent à votre avis? Il y a vraiment des trucs qui commencent à porter fruit dans le Saint-Laurent. Puis les ressources commencent à aller mieux. On le voit au niveau de la pollution, ça a vraiment diminué à partir du moment où les gens se sont rendus compte de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur l'océan. Donc oui, ça va mieux, puis c'est avec des idées innovatrices comme ce qu'on voit à Exploramer, puis avec la recherche de pointe, par exemple, qui est faite ici par les institutions académiques dans la région, qu'on va encore plus réussir à atteindre nos objectifs de conservation des océans puis du Saint-Laurent. Comment voyez-vous le Saint-Laurent dans 20 ans? C'est une bonne question. Bien, je pense qu'on découvre encore le potentiel parce qu'on a modifié notre angle d'approche. Donc, on fait encore, je pense, de une base régulière, des belles découvertes. Je pense qu'un des défis auxquels on va devoir faire face, c'est toute l'érosion qu'on a sur les berges, qui, ça, nous pose plus de soucis. Avant, on parlait plus de contamination, parce que oui, il y a une industrie, mais il y a un mode de vie qui est rattaché aussi au fait qu'on habite sur les bords du Saint-Laurent, qu'on va devoir protéger dans le futur aussi. On suit de très près l'évolution des populations qui vivent en lien avec l'Atlas, que ce soit au niveau de l'érosion des berges pour les populations riveraines humaines, mais aussi pour une quantité d'espèces fauniques qui sont associées à cette glace-là. Ça, c'est des changements clairs qu'il y a au niveau du climat. Puis, on s'intéresse à ça. Puis, au niveau de l'érosion des berges, le problème est à ce point criant que maintenant, il y a toute une équipe de recherche à l'Université du Québec à Rimouski qui est spécialisée à étudier les problèmes socio-économiques reliés à l'érosion des berges. En fait, au final, je pense que le Saint-Laurent, il appartient pas seulement aux pêcheurs ou qu'à l'industrie des hydrocarbures ou qu'à un type d'industrie en particulier. Le Saint-Laurent, c'est l'histoire, c'est l'affaire de tout le monde. Et puis, il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier, puis il faut absolument créer un sentiment d'appartenance à ce fleuve-là pour pouvoir le protéger le plus possible. Pas seulement pour les pêcheries, mais vraiment pour tout le monde, parce qu'ultimement, tout le monde de près ou de loin va être impacté par ce qui arrive au Saint-Laurent. Alors, Lynn Morissette, Martin Beaulieu, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer sur le Sarava. Et puis, je vous invite à prendre le verre de l'amitié en bonne tradition à bord du bateau. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Plaisir. Merci. Santé. Santé. Et c'est reparti. Prochaine destination du Sarava, Tadoussac. Nous partons à l'aube, quelques heures avant la marée montante. Tous les habitués du Saint-Laurent le savent, partir en retard sur la marée, c'est faire face à des courants contraires et allonger le temps de navigation. Quand il est là, ben, faut que tu checkes, là, tu te promènes avec ton joystick pour aller voir si tu n'aurais pas des triangles de bateau. Gestion intégrée des zones côtières. Le concept est important. Les ressources de la mer sont riches et la science ainsi que l'implication des communautés locales me fascinent toujours d'une émission à l'autre. Le navire scientifique, le transfert de la connaissance, des outils d'éducation populaire et un programme gastronomique. Le Saint-Laurent est bien servi. Nous passons au large de l'Anse-à-l'Orignal, un des rares mouillages sur la rive sud. C'est
un abri sûr, sauf par vent d'est ou nord-est. Vent contre marée en direction de l'île Biquette. Ça brasse un peu dans le bateau et dans le cockpit. Ici Yves-Jean, qui vous remercie d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres sur le Saint-Laurent.